Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan, c'est la rentrée et nous célébrons ce soir la victoire 3-0 du Milan sur le terrain de Crotone. Ouverture du score de Kessie à la 5e minute suite à l'expulsion de Ceccherini, donc Crotone est réduit à 10 dès le début du match. Ensuite c'est Cutrone de la tête sur centre de Suso qui marque le deuxième but milanais à la 18e minute. Et enfin c'est Suso sur passe décisive de Cutrone à la 23e qui plante le troisième. Beau score, beau match, on va en parler, nous en parlons justement à 4 avec Superio, Nico et Tom. Salut à vous. Ciao. Bonsoir. Nico, c'est un retour, une rentrée qui fait plaisir, hein, ce Milan qui s'impose assez tranquillement finalement. Plus que tranquillement, et je sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi la première chose qui m'a marqué dans ce match-là, c'est la qualité technique au milieu du terrain du Milan. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu aussi peu de déchets, et on a su se rendre le match facile. Certains diront que oui, c'est Crotone, ils ont pris un carton rouge au bout de 4 minutes. Mais à une certaine époque, on n'aurait peut-être pas aussi poussé d'entrée de jeu, on aurait peut-être attendu, c'est peut-être nous qui aurions créé le carton rouge de l'autre côté contre nous. On se serait peut-être pris aussi un carton rouge sur un tacle de Paletta à la 15e minute de jeu au poteau de corner adverse. Voilà, on a su se mettre le match dans les bonnes conditions, on se l'est rendu facile, on a eu quand même une baisse de régime après l'heure de jeu. Il suffisait de voir Bonucci quand même en train de se ravitailler à la 80e, ils étaient complètement cassés parce qu'on avait joué il y a 3-4 jours contre les Macédoniens. Donc, et on aurait pu alourdir la marque, hein. Le gardien de Crotone en a sorti pas mal. C'était une super rentrée pour le Milan AC qui enchaîne une 4e victoire en 4e match officiel. Et c'est 12 buts pour 0 encaissés. Oui, c'est vrai que ça fait plaisir. Superlio, quel changement? Oui, par rapport à l'an passé, le jeu était beaucoup plus fluide. On a retrouvé un peu la patte que Montella avait quand il entraînait la Fiorentina avec la possession de balle, le jeu dans les intervalles. Tout était bien huilé. C'est un début très encourageant. Le seul bémol, c'est pour le scénario du match qui a été favorisé par la belle action du Milan avec la bonne prestation de Cutrone. Mais comme je disais, le seul bémol, c'est vraiment l'adversaire assez faiblard. Ne nous cachons pas, Crotone, sans son buteur Falcinelli qui a été revendu à Sassuolo, risque d'avoir du mal à rester dans l'élite italienne. Après, pour bien tester le Milan, il faudra pour moi attendre la 3e journée de déplacement à Rome contre la Lazio. Crotone nous a inquiété uniquement 2 fois, hein, à la 20e, un bel arrêt de Donnarumma sur une frappe de Boudimir, et c'est Boudimir à la 89e qui frappe également à côté. Tom, bon, tranquille, hein, ça a été un démarrage assez serein du Milan. D'ailleurs, la deuxième mi-temps est plutôt anecdotique. Oui, voilà, on s'est rendu le match facile, clairement. Crotone, donc c'était un des adversaires qu'on avait affronté en dernier l'année dernière, parce qu'on a vu donc partout un peu dans les médias la comparaison entre le Milan d'avril 2017 et celui donc du 20 août. Et en dehors du fait qu'il y avait 8 joueurs différents, on a aussi vu un niveau de jeu et comme dit Nico, un niveau technique largement différent par rapport à avril dernier. C'est en dehors donc effectivement de se rendre le match facile, ça a été un vrai plaisir, en tout cas sur la première période, de voir ce Milan-là, de se demander, enfin moi je suis en train de me dire, bon bah alors mince, je prépare l'émission de radio, alors quel flop je vais pouvoir mettre avec ce niveau-là. Bon, heureusement que la deuxième mi-temps était un peu plus compliquée. Oui, je te fais confiance, tu as de l'imagination pour ça. Toujours, évidemment, mais malgré tout, voilà, donc c'était quand même une rentrée satisfaisante. Fallait pas s'attendre à ce qu'on gagne encore une fois 6-7-0. On se rend le match facile, on gagne 3-0, après on gère, parce que mine de rien, on a quand même 2 compétitions à jouer. On est co-leader de la première journée. Bon, c'est anecdotique parce que ce n'est que la première journée, mais c'est un petit plus appréciable. Bon, alors avant d'entrer dans les détails, puisqu'on a 2-3 choses à dire, notamment sur l'exclusion, parce que je sais qu'elle est contestée par certains, l'émission d'avant-saison qu'on a l'habitude de faire mi-août, hein, donc qui aurait dû sortir la semaine dernière, eh bien, sera enregistrée finalement après le mercato, parce qu'il se passe tellement de choses avec ces nouveaux dirigeants qu'on a plutôt tendance à préférer attendre d'avoir toutes les données en main pour analyser, présenter notre commentaire de l'intersaison. Et donc vous l'aurez, hein, chers auditeurs, elle sortira, vous inquiétez pas, mais nous attendrons d'avoir toutes les informations pour vous les communiquer et surtout pour les commenter. Nico, la tactique te convient-elle dans un premier temps? Et puis, question subsidiaire, parce qu'il faut quand même qu'on y vienne, l'exclusion de Ceccherini était-elle un peu dure? On a vu qu'il avait fait appel à la vidéo, hein, ça a pris d'ailleurs un petit peu de temps, ce qui m'a gavé, parce que moi je supporte pas les arrêts de jeu. Mais quel est ton avis sur cette question-là? Tant qu'à faire, on commence avec ça, puis ensuite on pourra enchaîner sur la tactique, les options de Montella, les choix, et puis ce qu'il faut s'attendre pour la suite. Concernant le carton rouge, pour moi, il est totalement justifié à partir du moment où je comprends même pas pourquoi l'arbitre a utilisé la vidéo. Il siffle faute,
il est en position de dernier défenseur, il annule l'action de but, c'est carton rouge et penalty. Voilà, ça a toujours été comme ça encore au football. La faute en position de dernier défenseur, c'est carton rouge. Au final, on a mis 2 minutes 30 pour que l'arbitre sorte un carton rouge, se justifie de son penalty. Moi, j'avoue que je suis pas trop fan de la vidéo et ces 2 minutes de perdu, j'avais même peur après que le penalty soit raté de la part de Kessié. Y a rien à dire y a eu aucune erreur d'arbitrage. Concernant après la tactique, pour l'instant, les résultats donnent raison à Montella. Et les scores fleuves en plus. Ce que je remarque par rapport aussi à l'année précédente, on va comparer le Milan de Montella de l'année dernière et de ce début de cette nouvelle saison, c'est qu'à certains moments, il y a quand même des gestes, des actions de qualité en termes de possession de balle, avec des redoublements de passes en une touche. Ça se trouve très facilement. Quasiment 80% de possession de balle aujourd'hui, alors même si les autres ils étaient à 10, mais c'est assez énorme quand même à souligner. Tant que les résultats suivent, on peut pas donner tort à Montella pour l'instant. Superio, tu valides cette histoire de penalty? J'ai lu surtout sur le forum, hein, AC Milan Zone pour être franc, des commentaires de gens qui disaient que c'était un petit peu dur. Effectivement, il est dernier défenseur. Moi j'ai une petite question aussi à te poser, peut-être que tu pourras me répondre. Est-il normal que nous, téléspectateurs, ne voyions les images qu'après la décision de l'arbitre? Parce que je trouvais que le ralenti avait mis du temps à arriver, moi. Oui, moi, j'ai pas compris. Je regardais le match sur ligne. J'ai pas compris. L'arbitre a dû quand même aller regarder l'action sur un écran. Oui, alors normalement, c'est pas son assesseur qui lui donne la version? Oui, c'est ce que j'avais. À mon avis, ça devait tellement être litigieux pour lui qu'il a dû aller regarder, parce que sinon il aurait directement couru à la télé. Hein. Ouais. Oui. Bon. Après, l'expulsion n'est pas scandaleuse, hein. Comme vous l'avez dit, dernier défenseur, c'est tout à fait justifié. Hein. Bon. Au niveau de la tactique, j'aimerais juste rajouter une précision. Il n'est pas exclu que Montella teste la défense à 3, sachant qu'il a Bonucci qui maîtrise très bien ce type de défense, et qu'il a des latéraux comme Conti qui vont exploser à l'Atalanta avec un tel système. Oui, puis surtout, Romagnoli redeviendra titulaire forcément lorsqu'il rentrera. Donc, à un moment donné, ça va être difficile de laisser Musacchio, Bonucci ou Romagnoli sur le banc. A priori, on peut penser qu'on passera à 3, mais pour l'instant, c'est 4 et ça fonctionne. Tom, ta version de ton appréciation, tout simplement, de ces choix de Montella pour l'instant. Tout d'abord, je vais revenir un peu sur l'action un peu qui amène le premier but, donc le penalty. Moi, de mon côté, il me semblait, alors je ne suis pas sûr de ce que je vais dire, mais il me semblait que la règle avait changé et que une faute en tant que dernier défenseur, ce n'était plus carton rouge obligatoire. Il me semble, je ne suis pas sûr de moi, mais il me semble l'avoir lu. Et dans cette optique-là, dans cette hypothèse-là, le rouge me semblait sévère. Donc après, peut-être que je me trompe, et auquel cas, Nico, par exemple, a totalement raison de dire dernier défenseur égale rouge. Bah oui, c'était comme ça jusqu'à maintenant, ouais. Mais il me semblait que de l'année dernière, en tout cas, ça avait changé, parce que j'ai cru le lire. Donc après, j'en suis pas certain, mais de moi-même, c'est vrai que j'ai trouvé la faute relativement légère pour un carton rouge. Et puis après, ça c'est ma perception un peu du football, j'ai jamais été fan de la double peine, comme on dit, du penalty plus rouge. Un penalty plus jaune, ça aurait été largement suffisant. Et concernant la vidéo, je vais faire une petite parenthèse. J'étais un des premiers à défendre la vidéo avant qu'elle soit instaurée. Et depuis quelques mois, donc ça a commencé avec la Coupe du Monde du vin en Corée, et ça continue. J'ai totalement changé d'avis. C'est une perte de temps considérable. Et oui. 80% du temps, le pire dans tout ça, c'est 80% du temps, ce n'est pas des décisions flagrantes, c'est encore une fois d'interprétation de l'arbitre. On peut voir 1000 fois le ralenti, il y aura 2 personnes qui vont pas penser à la même chose. Donc je suis devenu totalement opposé à cette vidéo-là, et j'espère qu'on va vite l'arrêter, même si ça sera pas avant l'année prochaine, je pense. Ouais, puis à mon avis, ils vont considérer ça comme un progrès, ils vont estimer que ceux qui sont contre sont des dangereux réactionnaires comme à chaque fois. Tant que nous avons la goal line pour accepter les buts qui passent la ligne, c'est suffisant. Oui, ça c'est bien sûr, mais ça c'est facile ça. Et encore une fois, notre précision, l'arbitre qui va voir donc l'écran, c'était déjà le cas hier lors de la Juve face à Cagliari. Je ne sais pas si c'est à chaque fois le cas, mais en tout cas, ça fait 2 matchs où il y a 2 fois l'appel à la vidéo, et 2 fois l'arbitre va voir donc l'écran et les images pour être sûr et valider ou invalider une décision. Et concernant donc Montella, donc le module de jeu pour l'instant marche bien, les résultats vont avec. On n'est effectivement pas à l'abri de changer de module de jeu, notamment grâce à nos 3 défenseurs centraux qui sont vraiment très bons. Mais en l'état actuel des choses, ça marche très bien.
Et c'est vrai que voilà, on a vu un collectif vraiment qui se crée, qui est assez, comment dire, c'est surprenant, c'est agréablement surprenant de voir un tel collectif qui se crée à partir du moment où on a quand même changé 80% de l'effectif. Et le chiffre 80, donc Nico en parlait par rapport à la possession de balle, j'ai vu un chiffre passer, on a eu 80,1% de possession de balle, qui est, je crois, le record en Serie A depuis 2004-2005. Donc on peut se satisfaire de ça aussi. Alors, on parlait tout à l'heure de Cordaz, on va parler des tops, des flops. Cordaz, évidemment, le gardien adverse, mais je vais rappeler, moi, juste les actions quand même milanaises en dehors des buts, puisqu'il y a eu quand même énormément d'occasions, faut dire les choses. Et ce fameux Cordaz, là, a dû s'employer à plusieurs reprises, à la 13e face à Borini, également à la 22e face à Kessié, sur un centre de Conti. Ensuite, il y a la tête d'André Silva, 73e, la grosse frappe de Mauri, énorme frappe à la 79e, la volée de Silva à la 86e. Bon, donc ce monsieur s'est mis en évidence. Et nous passons au top, cette fois-ci bien sûr milanais. Et c'est Nico qui s'y colle. Alors, il n'y a pas de classement, les trois ont été vraiment d'un très bon niveau. En premier, Suso, qui a fait une première demi-heure où il a survolé offensivement la partie du côté du Milan AC, avec de très très bons ballons. Ce centre est un véritable bijou que Cutrone vient couper. Je fais tout de suite le parallèle avec mon deuxième joueur qui est Cutrone, qui crée le penalty, qui met le deuxième but, qui fait la passe décisive pour Suso, qui marque aussi. J'ai oublié que Suso ait marqué le troisième but. Enfin, il a fait un match de dingo, le Cutrone. Il sert même à un moment Borini, je crois que c'est en fin de première mi-temps, où Borini tire au-dessus des cages. Pour ce jeune, c'était pas prévu qu'il soit titulaire aujourd'hui. Montella lui donne du temps de jeu. Je pense qu'il va rester avec nous. Je pense qu'il ne sera pas prêté malgré l'arrivée quand même de Kalinic demain à Milan. Je pense qu'il plaît beaucoup à Montella, qui est quand même un ancien buteur et qui voit des qualités chez lui. Et de toute façon, en jouant deux compétitions, il ne sera pas de trop en sachant que Nyang devrait partir. Donc c'est très bien pour nous. Et le troisième, c'est Kessié. Moi, c'est une découverte, ce joueur. Je ne l'avais pas autant remarqué à l'Atalanta Bergame. C'est un bulldozer au milieu de terrain. Il dégomme tout ce qui passe. Et en plus, il est quand même sacrément technique, je trouve. Il a très peu de déchets dans son jeu. Quand tu vois, on va dire qu'il remplace un peu Juraj Kuška, on va dire en termes d'impact au milieu de terrain. Ah oui, on gagne au change, oui. Ah là, mais là, on gagne pas au change. J'ai l'impression que tu as 3 joueurs en plus avec lui au milieu de terrain. On va voir pour la suite, mais en tout cas, c'est un très très gros début de saison de Kessié qui m'avait impressionné jeudi. J'étais allé les voir jouer contre les Macédoniens, qui m'avaient déjà aussi impressionné, même si le niveau en face était très faible. Bon, très bien. Eh bien, je crois qu'on sera assez nombreux à avoir le même top, mais peut-être certains vont-ils nous surprendre. Superio. Oui, j'ai le même top, mais dans le désordre. En troisième position, j'ai mis Suso pour sa participation dans toutes les actions dangereuses, pour son but et sa passe décisive. En deuxième, j'ai mis Kessié. J'étais en train de réfléchir à un milieu de terrain au profil similaire. Je trouve qu'il ressemble assez au Vieira d'Arsenal dans l'impact physique et dans ses incursions balle au pied dans la moitié de terrain adverse et aussi dans la récupération. Et en premier, j'ai mis Cutrone, pas seulement pour ce match, mais aussi pour la préparation qui était réussie. Souvenez-vous, ses 2 buts contre Bayern, son but en Europa League, et qui confirme tout le bien qu'on pourrait penser de lui après ses buts avec les équipes de jeunes. Bien, Tom. J'ai exactement le même top que Superlio et dans le même ordre. Suso, qui avait mal fini, je trouve, la phase retour, en tout cas, de la saison dernière, revient vraiment bien. Contre les Macédoniens jeudi, j'avais vraiment apprécié. Et là, aujourd'hui, notamment en première période, c'était vraiment excellent. L'action sur le second but est parfaite. Après, donc, il lit bien également le jeu de remise de Cutrone sur le troisième but. J'ai rien à lui dire de plus. En deuxième point, donc ça va être Kessié. J'étais pas vraiment fan en tout cas de ce choix-là. Je trouvais que c'était un peu risqué. C'est tout premier match en préparation. J'avais également un peu de mal. Et plus ça va, plus en fait, il est en train de me faire fermer ma bouche et je suis en train de me dire, ouais, quand même, comme dit Nico, il a quand même, ça déménage un peu. À un moment, il a fait un épaule contre épaule contre je ne sais plus quel joueur de Crotone. Je crois qu'il y a encore une épaule qui est en train de traîner sur la pelouse. Et au-delà de ça, ouais, il a des pieds. Là où on avait Kučka qui avait beaucoup de physique et très peu de pieds, là on a un peu les deux. Et en plus de ça, donc c'est quelqu'un qui a quand même que 21 ans. Et on peut espérer donc une certaine marge de progression et qu'il puisse continuer sur sa lancée. Et en premier, donc ça va être Cutrone, je suis en train de me demander jusqu'où il va s'arrêter ce gamin. Tu disais la même chose de Donnarumma, rappelle-toi, quand il a été sur sa première saison, c'est l'expression exacte que tu avais utilisée.
Oui, bah, je me demande pareil, sauf que à l'inverse de Donnarumma, j'avais quand même pas prédit, mais je savais que Donnarumma allait arriver dans l'équipe première, alors que je pensais honnêtement que ça allait être compliqué pour Coutronnet, parce que c'est quand même on se souvient de nos précédents buteurs, donc que ce soit Paloschi, que ce soit Petagna, et j'avais déjà vu Coutronnet donc jouer. Je pensais que ça allait être plus compliqué et je trouve qu'il s'est amélioré, qu'il a gagné, enfin qu'il a complété un peu son jeu, notamment sur le troisième but. C'est l'exemple type de ce qu'il n'avait pas les années précédentes, notamment chez les jeunes. C'est qu'il a gagné en intelligence de jeu. Il y a quelques années, il aurait tenté de faire un truc improbable. Là, il fait le bon appel au bon moment, il se cale, il se pose et il trouve la bonne passe pour le troisième but. C'est l'exemple type des progrès qu'il a pu faire Coutronnet cette année. Et je crois que Montella a dit qu'il avait trouvé un Coutronnet différent de l'année dernière. Et je pense qu'on est en train de le trouver aussi. Et il me semble là encore avoir lu une déclaration comme quoi Coutronnet aurait dit sur une chaîne italienne qu'il restait cette année. Donc je sais que ça te fera plaisir. Bah oui, bien sûr, et puis surtout j'espère qu'on le reverra souvent, moi. Je veux pas qu'il fasse que Aussi. des bouts de match, c'est-à-dire que c'est pas l'arrivée de Kalinic, selon moi, qui est censé l'exclure, quoi. J'espère que Cutrone engrangera les minutes, progressera encore davantage et pourra s'affirmer au plus haut niveau, y compris contre des grosses équipes. Je veux pas que ce soit juste le type qui joue la coupe ou les fins de match d'Europa League, quoi. Ça, ce serait vraiment décevant. Donc à suivre. Bon, je vais pas m'exprimer sur les tops parce que j'ai exactement la même chose que vous, donc on passe au flop avec Nico. Alors moi, ce sera pas des flops, ce sera des légers bémols. Oui, on va dire ça. Oui. Euh, le premier, Kalnoglou, qui m'a semblé à court de forme, lui, complètement. Il a eu du mal physiquement et il a fait quelques erreurs techniques. C'est peut-être plus là qu'il a eu le plus de déchets au milieu de terrain, alors qu'il est censé apporter une vraie plus-value, parce qu'il a quand même une sacrée qualité de passe. La preuve, le caviar qu'il donne à André Silva sur la reprise de volée à la fin. Il a quand même une belle petite vision de jeu, il a fait quelques transversales, mais on attend beaucoup plus. Après, faut pas oublier que c'est un gars qui sort je crois, de 3 ou 4 mois où il n'a pas joué. Il avait été interdit à cause d'une signature à l'époque de contrat dans 2 clubs différents. Donc, on va laisser un petit peu de temps. Et après, je me pose la question, est-ce qu'il est fait peut-être pour jouer aussi bas au milieu de terrain? Est-ce qu'il serait peut-être pas meilleur plus haut? Je pense pas. Je pense pas que le repli défensif soit sa plus grande qualité. Et pour terminer, l'autre, c'est Bonucci, que j'ai trouvé sur les 3 actions en fait de Crotone. Il a été dépassé, à chaque fois c'était son joueur. J'attends beaucoup plus d'un gars qui a été payé 40 millions, qui est capitaine et qui vient de la Juventus. Donc après voilà, c'est que les premiers matchs, mais je l'ai trouvé quand même un petit peu dépassé par Boudimir sur les 2-3 occasions qu'il y a eu de la part de Crotone. Et Borini, non? Borini, j'ai trouvé qu'il s'est énormément battu. Après, j'attends pas grand chose de ce genre de joueur Oui, qui c'est pour ça, l'instant oui, est d'accord. titulaire. Je comprends mieux. Non, mais après, je trouve qu'il s'est énormément battu. Il a proposé, il y a eu moins de déchets. Après, tu vois quand même que par rapport aux autres, quand il a le ballon, bah, il est un peu plus embêté. Mais après, on sait très bien que Borini, dès que tout le monde sera là, dès que Bonaventura, qui est blessé actuellement, mais que Kalinic va arriver, il va aller sur le banc. C'est écrit. Même André Silva, qui était sur le banc aujourd'hui, il peut jouer sur le côté. Donc, Borini, non, je n'en veux pas. Au contraire, je trouve qu'il a fait un match, il s'est donné. Et sans oublier quand même qu'aujourd'hui, il manquait quand même encore 3 titulaires dans l'équipe du Milan AC, vu qu'il manquait Beglia, André Silva et Bonaventura. Soupalio. Oui, en troisième position, c'est un choix un peu atypique. C'est les dirigeants pour avoir recruté Kalinic, ce qui pourrait causer une perte de temps de jeu pour Cutrone, et surtout pourquoi ne pas avoir gardé Lapadula, qui a été loin de démériter l'an passé. Totalement En d'accord. deux- en- Les gars, vous pouvez pas dire ça, vous pouvez pas mettre la Padula au niveau de Kalinic. Non, mais totalement Non, d'accord sur la première intervention sur Cutrone. Il faut 3 attaquants pour jouer 2 compétitions, même 3 si tu comptes la Coupe Et d'Italie. bah hein. la Padula en 3, puis c'est bon. oui, voilà. Non, la Padula, c'est pas Kalinic, les gars, on est gentil là, mais Ah bon. bah non, mais il y a André Silva et Cutrone, on joue avec eux, puis Il faut c'est être- tout. Et la il faut Padula être sérieux. Il faut être sérieux. Bon, on joue avec Kalinic, Cutrone et André Silva. Ouais, mais Cutrone jouera jamais, tu verras. On verra. Et en deuxième position, je vais rejoindre ce qui a été dit. Il y a eu quand même des cartons jaunes un peu stupides, que ce soit celui de Bonucci, ce tacle qui est dangereux pas loin de la surface. Et Cutrone, on peut le mettre sur le compte de la jeunesse en premier temps, mais ces cartons sont à éviter. Et en première position, j'ai mis Borini. Déjà, j'ai pas compris pourquoi recruter un tel joueur, parce qu'il me semble que son record de buts en Angleterre, ça doit être 4 buts en une saison. Et depuis sa très bonne saison à la Roma en 2012, qui avait valu la convocation de Prandelli à l'Euro 2012, j'ai pas trouvé qu'il avait réussi sa carrière, loin de là.
Non, tu m'étonnes, c'est vrai que c'est une grosse déception et c'est paradoxal parce qu'on recrute finalement 3 Italiens, 7 étrangers et parmi les 3 Italiens il y a Borini quoi. Donc il y en avait tellement de meilleurs à aller chercher. Bref, on en parlera dans l'émission de pré-saison. Tom, En troisième position, j'ai mis Borini, justement. Alors, c'est un léger bémol, parce qu'effectivement, là où on a vu de la technique de la part de nos joueurs, on voit vite que Borini, il est plus en difficulté. Et c'est vrai que malgré toute sa bonne volonté, il fait un petit peu tâche dans le collectif, même si, pour me faire l'avocat du diable, à l'inverse de tous les tocards qu'on a pu avoir, c'est-à-dire les Nyang et compagnie, je trouve que Borini, il sait qu'il est pas très bon, il sait qu'il sait pas très bien jouer au football et qu'il est pas très technique, du coup il évite de faire des choses qu'il ne sait pas faire. Et deuxième point, je trouve aussi quand même que Borini, physiquement, c'est quand même un de ceux qui a le plus de coffre en tout cas. Et pour rejoindre, enfin, je réponds un peu à ce qu'a dit Superlio. Je pense que son recrutement était aussi basé sur ça. C'est que c'est un mec qui peut jouer aux 3 postes, qui peut faire 10-20 minutes, qui peut dépanner, qui normalement devrait ne pas faire trop de bêtises parce qu'il sait qu'il est limité avec le ballon. tu veux dire que Donc ce serait le Jack Kelly du Milan quoi. Ben un peu, c'est que je pense vraiment qu'il est très limité, mais je pense qu'il le sait. Là où on a des Mbagnan qui tentent des courses le long de la ligne, où on doit ouvrir les portes du stade pour qu'il arrête de courir, lui au moins, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il sait faire, et surtout il sait ce qu'il ne sait pas faire, et il ne le fait pas. Et ça, c'est quand même un bon point par rapport à tous ceux qu'on a eu il y a des années. Bon, En deuxième point, Çalhanoğlu, je rejoins Nico, très bonne qualité technique, mais à côté de ça, à court de forme, clairement. Là où les autres joueurs, on a vu à partir de l'heure de jeu qu'ils étaient un peu en apnée, lui, on l'a vu enfin, assez tôt. Il a enchaîné jeudi et aujourd'hui. Je pense que ce serait pas une mauvaise idée de le faire souffler jeudi prochain. Parce que, voilà, je pense qu'il a besoin de temps, plus que les autres joueurs, parce que comme a dit Nico, à partir de février, je crois, fin février ou mars, il a arrêté de jouer jusqu'en août. Ça fait quand même un certain laps de temps sans jouer, et je pense qu'il a besoin de plus de temps. Et en premier point, ça va être un peu lié à tout ça, ça va être le physique des joueurs, et c'est pas un bémol, c'est plus une alarme. Attention à la gestion des joueurs. Je trouve que la seconde mi-temps a été de moins bonne qualité, notamment parce que physiquement, on a été en apnée. Un mec comme Bonucci a commencé à faire des conneries en deuxième mi-temps parce que on le voyait pas bien. D'ailleurs, il s'est ravitaillé, tu l'as précisé. J'ai vu Kessié, malgré tout le physique qu'il a, tirer la langue. Conti aussi. Je pense que ce serait pas inintelligent, en tout cas, de faire tourner et beaucoup jeudi prochain, parce que mine de rien, comparé aux années précédentes, là, on a 2 compétitions à jouer. Il va falloir vraiment les gérer. Sinon, on risque de perdre des plumes et des points bêtement. bon, eh ben messieurs, vous avez tout dit, donc on passe au mot de la fin avec Nico. Le mot de la fin, il sera pour Marek Hamsik, qui est un joueur déjà que j'apprécie énormément. Enfin, du peu que j'ai pu lire dans les interviews, l'homme et le joueur sur le terrain a une classe terrible. Et je voulais lui rendre hommage car c'est le seul mec qui a viré Mino Raiola. Car à l'époque, quand il y a 2 ans en arrière, lorsque le Napoli recevait des offres pharaoniques pour que Marek Hamsik parte du Napoli, lui a refusé. Mino faisait le pressing pour qu'il parte, pour qu'il puisse toucher sa grosse commission sur un possible transfert. Mais lui se sentait tellement bien à Naples qu'il a préféré, en gros, l'amour du peuple napolitain que partir pour les bifetons ailleurs. Et donc, ils ont préféré se séparer car pour Mino Raiola, c'était inenvisageable que Marek Hamsik fasse sa carrière à Naples. Bon, très bien. C'était atypique, mais nous l'avons entendu, et puis j'imagine que le parallèle avec un autre joueur que nous ne nommerons pas était évident à saisir. Nous passons à Soupalio. C'est un mot qui va te faire plaisir. J'ai zappé cet après-midi, j'ai regardé un tout petit peu le match de la Roma. Un seul Italien titulaire du côté romain, De Rossi. Et là, pour moi, qui comme toi prône l'italianité, il y a de quoi être très déçu, surtout que dans 2 semaines, il y a un Espagne-Italie très décisif pour la qualification à la Coupe du Monde. Ah oui, finalement, le Milan en aligne quelques-uns, même s'ils sont minoritaires malheureusement. 6 ce soir, hein, titulaire. C'est pas 5 Si, non, si, il a raison, Nico. Ah, j'ai Six. peut-être oublié le gardien, ça doit être ça. J'ai pas dû regarder Donnarumma. On attend Bonaventura, hein, bien évidemment, qui lui sera titulaire, tout le monde le sait. Eh bien, très bien, merci Soupalio. Tom. Comme d'habitude, moi, tu sais, deux mots de la fin. Le premier, ça va être je vais tirer mon chapeau au public de Crotone. Et c'est pas la première fois que je le fais. J'avais déjà été séduit et lorsqu'ils s'étaient maintenus à la dernière journée la saison dernière.
Là, quand même, quand tu prends une pilée 3-0 à la 25e et continuer à applaudir et à faire du bruit jusqu'à la fin, je pense que pas dans tous les stades on aurait vu ça. Et c'est pas un grand stade, hein, je sais pas quelle est sa capacité, mais Je crois que ça fait 16 000 places. Et je trouve que ça fait vraiment. C'est comme à Guingamp. C'est comme le Roudorou. Ouais, ça après les stades de Ligue 1, je te laisse en parler, Jean. Je m'y connais pas assez, mais en tout cas, j'ai vraiment été impressionné par leur public. Et en deuxième point, ça rejoint un peu ce que j'ai dit précédemment, qu'on fasse tourner jeudi en Europa League, qu'on mette quelques jeunes, parce que je veux bien croire à une possible remontada, mais on s'appelle pas non plus le PSG. À 6-0 le match aller, je pense qu'on peut quand même se permettre de faire tourner. Voilà. Eh ben c'est parfait messieurs, bon on aura fait un petit peu long, c'était la première. Nous nous retrouverons donc bien évidemment dimanche prochain pour Milan-Cagliari, hein, et puis nous ferons la spéciale comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, une fois le mercato terminé. Voilà, bonne soirée, merci à vous, salut. Ciao. Ciao.